Sylvie, bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer tout de suite avec le partage d'écran juste pour faciliter ma vie puis être un petit peu moins stressée parce que bon, ainsi va la vie. Donc, je pars le PowerPoint qui va m'aider, me soutenir. Donc, moi, je vais vous parler d'un modèle d'action concertée qui s'appelle le Carrefour Sécurité en violence conjugale. Et je vais vous expliquer évidemment sa mission, à quoi on sert, qu'est-ce que ça mange en hiver et ce que je comprends aussi, mettre de l'avant les enjeux de collaboration parce qu'il y a des enjeux de collaboration, des recettes plus gagnantes que d'autres, puis il y a des distinctions par région parce que dans la collaboration, c'est porté par des personnes. Donc, on a aussi des porteurs qui vont exercer un leadership dans certains contextes. Donc, on peut avoir dans des régions où je vais avoir, par exemple, la direction de la protection de la jeunesse qui est plus présente, dans d'autres que c'est comme quelque chose qui est plus à construire. Puis, on essaie d'avoir des influences positives interrégions aussi. Donc, notre mission, c'est vraiment la prévention des agressions, homicides et suicides en contexte de violence conjugale. Ce que je vais vous expliquer, c'est comment on se situe le plus en amont possible pour éviter que les situations deviennent à ce point dangereuses qu'il nous faut s'asseoir en cellule de crise parce que vous allez voir que c'est une des modalités de collaboration, mais il y en a tout plein d'autres avant qui sont très, très efficaces dans un mode préventif. Donc, ce qu'on va faire ensemble, c'est connaître le modèle, voir qu'est-ce que c'est. On va regarder les principaux facteurs de risque homicide. Donc, je les ai englobés, là, vu la durée du webinaire de ce midi. Et connaître la trajectoire CSVC. Donc, dans celle-ci, on va vraiment voir la collaboration entre les différents acteurs. Donc, notre idée maîtresse, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est là? C'est qu'on veut améliorer la sécurité des victimes de violences conjugales et celle de leurs proches. Donc, c'est-à-dire, ça peut être dans les proches, leurs enfants, donc les co-victimes, ça peut être quelqu'un qui les a aidés, ça peut être leur conjoint ou ex-conjoint, ça peut être le nouveau conjoint. Donc, on a plusieurs personnes qui sont concernées. J'ai des situations où c'est des intervenants, par exemple, aussi, qui vont être dans les filets de sécurité parce qu'ils peuvent avoir des enjeux pour leur propre sécurité. Et on va inclure le conjoint ou l'ex-conjoint qui pourrait avoir, par exemple, des idéations suicidaires, donc comment on intervient aussi auprès de lui avec différents partenaires. Donc, c'est l'idée qui nous rassemble les différents partenaires. On va voir là, toute l'importance de cet objectif commun-là où on essaie d'enlever d'autres enjeux de collaboration où on se centre vraiment sur l'amélioration de la sécurité. Donc, d'un côté, on a l'évaluation de la sécurité qui est au cœur de nos pratiques. Donc, ce qu'il faut voir, c'est comment j'identifie une situation à haut risque, comment je vois son évolution, où je peux agir dans celle-ci et de l'autre côté, je vais avoir les actions intersectorielles cohérentes et concertées. Travaillons tous dans le même sens selon nos mandats pour mettre un petit peu l'épaule à la roue puis influer sur l'évolution de la situation. Et là, on voit la petite flèche d'aller-retour, on va réévaluer la situation. Ce qu'on a mis ensemble, ça a-t-il marché? Ça a-t-il pas marché? Si ça n'a pas marché, on va remettre d'autres choses ensemble. Donc, vraiment un va-et-vient, puis selon l'évolution de cette situation-là, où on va se réajuster aussi. Et on voit dans et hors le système judiciaire. J'aimerais vous dire que dans toutes mes situations, dès le départ, j'ai plein de partenaires de part et d'autre. C'est pas toujours vrai. Des fois, j'ai une maison d'aide et d'hébergement qui a des confidences d'une femme, par exemple, et là, qui se retrouve à avoir une évaluation du risque, à dire « Oh mon Dieu, ça va vraiment pas ». Et j'ai pas encore eu de mesures légales. J'ai une femme qui a jamais porté plainte, qui a jamais parlé de ce qu'elle vivait. J'ai un homme qui est pas judiciarisé, donc j'ai pas d'acteur judiciaire à ce moment-là. Souvent, il va en avoir qui va s'ajouter, par exemple, les services policiers, le CAVAC, le procureur, etc. par la suite, mais au départ de la situation, je ne les ai pas toujours. Parfois, j'ai ce bonheur d'avoir plusieurs partenaires dès le départ, mais ce n'est pas toujours. Donc, ce qu'on veut faire ensemble, les différents partenaires membres de la grande cellule, c'est qu'on veut créer des non-événements. Donc, c'est un peu étrange de dire, nous autres, on s'assoit ensemble, puis notre but, c'est de créer du rien. Moi, je ne veux pas qu'il y ait d'agression, je ne veux pas qu'il y ait d'homicide et je ne veux pas qu'il y ait de suicide. Et ce rien-là,
Un non-événement, c'est quelque chose qui est d'abord pressenti. Hein. Je sens qu'il peut se passer quelque chose. J'ai peur dans une situation. Donc, c'est déjà beaucoup d'identifier une situation à risque. Puis après ça, c'est de le documenter. OK, c'est quoi qui me crée cette peur-là dans mon expertise clinique, dans mes outils d'évaluation du risque? Donc, je vais aller le documenter. Puis, avec mes partenaires, je vais porter ce souci de non-événement et je vais aller chercher des alliés. Hein, parce que toute seule, souvent, je n'ai pas le pouvoir de faire une grande différence. Et là, ça devient un sentiment d'impuissance. Tout ça peut arriver. Là, j'ai l'impression que je le porte toute seule et c'est un des problèmes. Mais non, je veux partager l'information pour que quelqu'un d'autre le porte avec moi. Donc, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on va mettre ensemble en place va systématiquement créer un non-événement. Mais en tout cas, on va se dire qu'on a mis ensemble tous les moyens pour arriver à ce qu'il y ait un non-événement. Donc, ça, c'est une des particularités, c'est qu'on se situe toujours dans une optique préventive. Donc, le CSVC est implanté dans différentes régions du Québec. C'est un modèle qui est né d'abord en Mauricie, donc qui est né à Shawinigan plus spécifiquement, où s'est ajouté d'autres partenaires par la suite. Ce modèle-là a fait des petits tranquillement et à partir de 2015, s'est déplacé tout en existant toujours en Mauricie, au Bas-Saint-Laurent. Donc, Bas-Saint-Laurent, Capitale-Nationale. Donc, Capitale-Nationale, vous voyez là, qui est réparti en 3 grands secteurs. Donc, Québec Métro, qui a vraiment une particularité d'une grande ville. Vous avez Port-Neuf et Charlevoix, donc qui ont vraiment des particularités locales où on ne pouvait pas inclure dans la grande capitale nationale dans la gestion des situations parce que nos équipes terrain, ça c'est important que vous l'entendiez aussi, les gens avec qui on travaille concrètement dans la prévention des risques, ben ils sont souvent situés plus spécifiquement dans un secteur d'activité. Et vous avez Chaudière-Appalaches, donc Chaudière-Appalaches qui, eux, ont décidé de se diviser en 4 secteurs. Je dis quand eux ont décidé, ben, dans l'optique de collaboration, on s'assoit avec les partenaires et on décide ensemble qu'est-ce qui va marcher chez vous, comment on peut le faire fonctionner, comment on prévoit l'arrimage, etc. On a aussi en Côte-Nord, où nous sommes, au centre du Québec, à l'exception de Drummondville, qui a un autre cellule d'intervention rapide ou mécanisme de concertation, et en Estrie. Donc, ça, c'est les régions où nous sommes le CSVC. Ce qui est important de savoir, c'est que des mécanismes de concertation tels le CSVC, il y en a maintenant dans toutes les régions du Québec. Donc, le Québec, nous sommes le premier État au monde à se doter de ce modèle de concertation-là pour prévenir les féminicides, les homicides, les suicides en contexte de violence conjugale. Donc, je trouve important, puis là, c'est là qu'on va tomber dans c'est quoi les indicateurs de risque, qu'est-ce qui nous permet de voir venir une situation. Et quand on parle d'homicide conjugal, vous avez tous lu les journaux, vu plusieurs événements, maintenant on en parle beaucoup, beaucoup. C'est important de savoir que ça ne vient pas de nulle part et qu'on est capable d'agir sur la situation, donc d'agir ensemble dans une optique préventive. Il y a une chercheure qui vient du Royaume-Uni, qui s'appelle Jane Mountain-Smith. C'est une criminologue. Cette criminologue-là a fait son PhD sur l'homicide conjugal et ce que je vous présente, c'est un résumé du PhD, donc c'est un livre beaucoup plus digeste, hein, on va s'entendre, où elle a visé un plus large public pour nous expliquer comment on fait une trajectoire qui mène jusqu'à l'homicide conjugal. Puis moi, ben c'est sûr que dans une optique d'intervention, je me dis où je peux agir avant, qu'est-ce qu'on peut voir avant, qui peut le voir avant dans mes partenaires. Donc, c'est beaucoup ça la réflexion. Ce qu'elle nous révèle dans les étapes 1, c'est que l'agresseur a des antécédents de harcèlement et de violence conjugale. Cette personne-là, cet agresseur-là, ne devient pas auteur de violence dans cette relation-là avec cette femme-là. Donc, c'est pas cette relation-là qui est toxique. Non, non, il a des antécédents de violence et dans cette relation-là, il est violent aussi. Ça, je pense que c'est déjà quelque chose qui est important d'expliquer. Ensuite, ce qu'elle explique, c'est que la relation entre cet auteur de violence-là et la victime, c'est une relation qui se tisse très, très rapidement et qui est empreinte d'engagement formel. Aller habiter ensemble, avoir un enfant, faire un voyage,
faire un prêt d'argent. Je pense à une de mes situations où, dès le début de relation, un prêt d'argent de 20 000, c'est une belle façon d'attacher la personne et qu'elle puisse plus difficilement quitter, par exemple. Et là, elle explique au point 3 que la relation devient dominée peu à peu par le contrôle coercitif. On ne fera pas un cours sur le contrôle coercitif par manque de temps, mais ce que ça dit, c'est que peu à peu, j'amène l'autre à rentrer dans mon schéma de pensée et à tourner l'ensemble de ces façons d'être vers moi. Je la prive peu à peu de ses libertés et je l'amène dans mon monde à moi pour répondre à mes besoins en s'oubliant elle-même. Donc, c'est un petit peu ça le contrôle coercitif. Et pour le faire, là, je vais utiliser de la micro-régulation de son quotidien, des règles qui sont explicites, des règles qui ne le sont pas, de la surveillance, etc. Donc, et la victime, là, ben, elle n'est pas naïve, cette victime-là, nécessairement. Elle va en prendre conscience à différents niveaux, puis elle va tenter de se dégager du contrôle qui est fait sur elle en disant « Wow, minute, moi j'ai le droit de voir mes amis, wow, minute, je veux faire ça, je veux travailler, j'ai toujours été autonome, je veux faire ci, etc. » Donc, la personne va tenter de s'en dégager. Et c'est là que l'agresseur va sentir qu'il perd le contrôle. Donc, je perds mon emprise, elle tente de s'en dégager. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que je suis un agresseur, mais il va y avoir une escalade. Donc, je vais augmenter l'intensité ou la fréquence ou la forme de violence qui va être utilisée pour reprendre le contrôle sur la situation, pour reprendre mon emprise. Et là, pour tous ceux qui avaient étudié le cycle de la violence, on est là-dedans. Là. C'est un cycle qui se répète, qui reprend, et plus ça va, ben plus il y a des apprentissages de vulnérabilisation qui se fait et de domination aussi. Donc, oups, quand je fais des menaces de suicide, quand je fais des promesses de changement, ça justifie, ouais, mais là, c'est vraiment mon trouble d'alcool qui fait que j'ai agi comme ça. Je te le promets, je vais aller traiter ma dépendance, puis après ça, je serai plus violent. Elle jette le discours qu'il y a eu. Ah, OK. Ah, mais il s'est vraiment pris en main, il est allé demander de l'aide, je l'ai vu que. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être là et on enlève aussi tout le harcèlement de suivre des pieds, de texter, d'appeler, de convaincre, etc. Là, vous avez vu plusieurs formes de violence qui peuvent maintenir la personne dans cette dynamique-là. Ça peut perdurer assez longtemps, ce beau cercle-là, qui recommence, qui recommence, qui recommence. Et à un moment donné, là, l'agresseur il a essayé ses stratégies. Par exemple, Madame l'a quitté, elle est partie en maison d'aide et d'hébergement 3 jours. Il essaye ses stratégies, il est gentil, il écrit un message, je t'aime, sans toi ma vie n'est plus rien, je vais changer, il envoie des fleurs, il passe par sa mère, etc. Il y a un retour dans la relation. On recommence le cercle. À un moment donné, elle quitte et là, elle s'en va en maison d'aide et d'hébergement. On est rendu à 1 semaine. Il a essayé toutes ces stratégies, mais là, elle répond pas de la même manière. Ben là, tu vas t'en venir à la maison parce que sinon, ça va mal aller. Ben là, puis là, on voit une gradation. Puis là, il commence à l'épier, à la rechercher, à la suivre, etc. Là, il essaye ces stratégies, autant de violence, de contrôle, ça marche pas. Puis ça peut être sur, pas nécessairement une petite séquence de temps, là, ça peut être sur plusieurs temps. Et là, à un moment donné, là, il finit par dire au point 6, je vais changer d'état d'esprit. Puis là, je veux plus la contrôler, je veux plus la reconquérir, je veux plus maintenir mon emprise de cette façon-là et je veux la détruire. Et c'est ce choix de destruction-là qui va tendre vers l'homicide conjugal. Donc, il y a vraiment une récurrence dans ses pensées, c'est de sa faute à elle. J'ai tout perdu. Là, si, on va voir beaucoup de l'objectivation de la personne aussi. Hein. Ça devient plus, là, c'est plus Karine, c'est la salope, la ça, à m'empêcher c'est de sa faute, etc. Et ça va devenir très, très présent. Si on ajoute à ça quelqu'un qui a des idéations suicidaires, quelqu'un qui est dépressif, etc., ben, plus j'ai rien à perdre finalement, plus on s'approche aussi de l'homicide. Donc, il y a vraiment tout ce qui est avant. Et c'est, quand je dis on se situe en prévention, bien, bien avant, nos organismes en violence sont capables de voir le contrôle qui est exercé, sont capables de voir les tentatives de la victime pour s'en sortir de cette relation-là, sont capables de voir évoluer la situation. Donc, on peut agir bien avant. Qui voit le plus ce qui se passe avant? C'est tous ceux qui interviennent auprès des victimes. C'est souvent elles qui ont ce regard-là. Quand on arrive à l'agresseur qui change l'état d'esprit, bien souvent, on a un agresseur qui a pu être
référé quelque part, qui peut être vu, et souvent, on va agir beaucoup plus tard si on se fie à l'accès à l'agresseur. Hein. Donc, il faut agir bien avant. Ensuite, l'agresseur va planifier l'homicide. Donc, c'est pas quelque chose qui arrive comme ça parce qu'on était en pandémie puis qu'ils sont écœurés de vivre ensemble puis se sont chicanés sur la sorte de gâteau, là. Hein, il y a tout le reste avant. Donc là, on arrive où il y a une planification. Je l'ai épié, je l'ai suivi, j'ai identifié les moments où elle est seule, j'ai décidé de mon plan homicide et là, il peut acheter des armes, se procurer des armes blanches pour pouvoir la tuer ou tuer les personnes qui sont ciblées dans son plan homicide. Et finalement, l'agresseur va tuer sa partenaire ou blesser d'autres personnes. Donc, dans cette séquence-là, toute la dynamique de la séparation, c'est quelque chose qui est très important. Là. Tu sais, quand on voit ici l'agresseur qui change d'état d'esprit, ben, il y a la séparation, puis il y a la perte d'espoir d'un retour possible. Donc, si j'ai la séparation, qu'il y a l'arrivée d'un nouveau conjoint, que madame maintient ses intentions, que l'écart d'intention se tisse encore plus dans le temps entre les deux parties, ben c'est là qu'on va voir s'accroître. Donc, la plupart des homicides en contexte de violence conjugale se font dans un contexte de séparation imminente ou récente. Donc, il faut voir que c'est une des choses. Les situations qui arrivent plus tard, c'est souvent des situations qui vont toucher d'autres pertes qui sont associées, donc perte au niveau du patrimoine familial, perte au niveau des enfants, donc un jugement de garde qui serait défavorable beaucoup plus tard dans une violence post-séparation pourrait aussi conduire à l'homicide conjugal. Dans les situations à surveiller, puis c'est là que je vais imbriquer des indicateurs de risque. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est à quelle fréquence se passe la violence, quelles sont les stratégies de contrôle qui sont utilisées par l'auteur de violence. Donc, est-ce que j'ai de la violence physique, sexuelle, du contrôle social, du contrôle économique? Je vais aller le documenter. Est-ce qu'il y a une sévérité, puis est-ce que ça s'accentue? Puis, je vais regarder la variété aussi. Donc, si j'ai une fréquence, une sévérité, une variété de ces manifestations-là, ting, j'ai une petite lumière rouge qui s'allume. J'ai une situation qui est empreinte de violence conjugale qui n'a pas de sens. Donc, ça, déjà, ça m'allume une lumière. La deuxième lumière, ça va être si j'ai un écart prononcé entre la peur des victimes et la peur des réseaux. La peur de la victime, dans les indicateurs de risque, c'est quelque chose qui est hyper important. Donc, j'ai une victime qui a peur pour elle-même, qui a peur pour ses enfants, c'est une chose. Souvent, ce que je vais avoir dans des situations, c'est que j'ai la victime qui, elle est très vulnérable, hein, elle a vécu beaucoup de vulnérabilisation dans sa vie, qui va souvent avoir une forme d'habituation à la violence en disant, il est moins pire que l'autre avant, ou moins pire que ce que j'ai vécu, il m'a pas frappé. Hein, souvent, ça va réduire comme ça. Et là, va en arriver à dire, moi, j'ai pas vraiment peur, je suis capable d'y faire face, mais là, tous ces réseaux, son entourage a peur pour elle, les intervenants ont peur pour elle. Ça nous indique que cette femme-là, vu qu'elle n'a pas peur, son adhérence au scénario de protection, sa vigilance, ça se peut qu'elle soit beaucoup moins grande. Donc, on peut avoir beaucoup plus peur dans cette situation-là. Ça va augmenter ma codification du risque à ce moment-là. Les apprentissages de victimisation importants, donc dans cette relation-là, mais aussi dans ses relations précédentes. Qu'est-ce qu'elle a appris, cette personne-là, puis jusqu'où elle va tolérer la violence? Donc, moi, il y a des situations où je me serais tassée bien avant, mais elle, ça se peut que son seuil de tolérance soit beaucoup plus élevé et qu'on en arrive à des situations qui sont hautement dangereuses. Je vais écouter. Il y a comme une petite formation, mais je l'ai fermé, Sylvie. Ensuite, il y a la rigidité dans les comportements, attitudes et affects de la personne dominante qui sont associés à une légitimité qui persiste. Donc, mon auteur de violence, comment il explique la violence qu'il vit, comment il se sent le droit de. Et là, j'ai des exemples, par exemple, une situation qu'on a gérée récemment. C'est un auteur de violence qui a sauvé une femme de la rue. Dans son esprit à lui, elle est une paria, je l'ai sauvée et elle me doit tout. Donc, tout sur tous les plans, dont la sexualité, dont tout ce qu'il désire.
Et si elle s'en va de cette situation-là, mais il réaffirme son pouvoir et la dette qu'elle a envers lui. C'est ça qu'il va remettre de l'avant. Donc, lui, il l'a sauvé et pour lui, il se sent pleinement légitime et même s'il y a des interventions qui ont été faites par un organisme pour conjoint, par une probation dans ce cas-là aussi, il va persister dans ses comportements parce qu'il a le droit d'agir ainsi. Puis en plus, il y a un enfant dans le topo, donc comme père, il a le droit de choisir pour son enfant. Donc, risque de perception de perte de pouvoir chez la personne dominante. Moi, j'aime beaucoup regarder quelles sont les pertes d'emprise, de pouvoir qu'il a dans la relation et comment ça va influer sur son positionnement à lui. Hein, comment il est en train de, si, par exemple, j'avais quelqu'un qui a des idéations suicidaires et qui, en plus, est en perte cumulée, donc perte de, je pense à un des hommes qu'on a présentement qui est au sortir de détention. Donc, elle a la maison familiale. Lui, il sort de détention. Elle a les enfants. Lui, il refuse d'avoir des contacts supervisés. Il veut reprendre sa vie d'avant. Lui, tout est de la faute de madame. Donc, il y a énormément de pertes et en plus, il n'a plus son entreprise. Donc, il y a eu des pertes, des pertes, des pertes. Ce gars-là, aujourd'hui, là, il n'y a plus rien à perdre. Donc, on se rapproche encore plus de l'homicide. Ensuite, l'écart d'intention qui persiste dans le temps. On s'entend que la séparation pour tout couple est un moment qui est difficile. Quand on est dans un contexte de contrôle coercitif, un contexte de domination conjugale, de violence conjugale, la séparation, l'écart d'intention qui persiste dans le temps, c'est quelque chose, là, l'écart d'intention, c'est madame veut se séparer, par exemple, et monsieur ne le veut pas. Ça se peut qu'on n'est pas au même niveau au même moment. Mais là, on est dans un contexte de violence conjugale, il veut pas, puis il va y montrer qu'il veut pas. Puis il va montrer son emprise, puis il va remettre son pied à terre, puis il va la ramener sur le droit chemin. Donc, cette persistance-là dans le temps, c'est quelque chose qui doit nous allumer une lumière. Voyons, il n'a pas passé à autre chose. Il passe tout son temps à l'épier, à regarder ce qu'elle publie sur les réseaux sociaux, à savoir exactement où. Ça n'a pas d'allure. Comment ça se fait qu'elle est tout son univers encore, puis ça fait 2 ans qu'ils sont séparés? Voyons donc. Donc ça, c'est une des choses qui peut nous allumer une lumière. Ensuite, tout le non-respect des limites émises. La victime elle-même émet des limites. Est-ce qu'il les respecte ou il l'a juste pas entendu? Elle a émis qu'ils étaient séparés. Il y a une cohabitation qui persiste et il fait comme si c'était toujours sa femme, par exemple. Hein, c'est toujours sa conjointe. Puis là, il s'octroie les mêmes droits puis il lui dit quoi faire. Puis il y a de la violence sexuelle dans le topo parce que lui, il dit que c'est son conjoint. Donc, on peut avoir ça. Les limites peuvent être émises aussi par d'autres sphères sociales. Donc, je pourrais avoir la direction de la protection de la jeunesse qui émet des limites, comme dans le monsieur, je vous disais, où eux offrent des contacts supervisés, puis lui dit, moi, si je veux voir mes enfants, je vais les voir. Puis qu'il franchit le pas, puis il essaie d'aller le chercher à la garderie, par exemple. Donc, on voit qu'il y a un non-respect des limites. Il y a les limites policières. Donc, toutes les conditions qui sont émises par les policiers, elles sont respectées? Les limites au niveau de la probation aussi, est-ce qu'elles sont respectées? Donc, tout ça, c'est quelque chose qu'on va documenter. Souvent ce qu'on voit, j'ai un monsieur qui franchit toutes les limites. Dans ma lecture du risque, ça va augmenter aussi. Ensuite, on va regarder tous les facteurs aggravants, donc cruauté envers les animaux. Ça pourrait être un arrêt subi de suivi aussi. Hein, j'ai un monsieur qui avait un suivi constant, puis là, à un moment donné, oups, l'approbation, plus de nouvelles, l'organisme pour conjoint, plus de nouvelles, on ne sait pas où ce qui est. Là, évidemment, il y a des actions qui sont posées, mais il y a quelque chose qui est étrange. Ou une femme qui, jusqu'à la semaine passée, avait des textos de façon répétée, des appels répétés, et là, il a arrêté. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Et en violence conjugale, bonne nouvelle, pas de nouvelles, bonne nouvelle. C'est rare que c'est fonctionnel. Donc, moi, je me questionne. Les changements marqués dans les comportements doivent attirer notre attention. Et finalement, un des facteurs très, très importants, c'est l'isolement. Donc, si j'ai une victime qui est isolée, un conjoint qui est isolé, c'est sûr que ça met encore plus à risque. Et si on pense à tout le contrôle social qui a pu se faire sur des années, souvent, j'ai des gens qui sont très, très, très isolés aussi dans la situation. Donc, nos partenaires, puis quand on fait, je vais juste revenir avant, là,
quand on fait l'évaluation des risques, on a une grille. Ça s'appelle la grille VJVC. Je n'avais pas le temps de tout vous la présenter dans la mesure de notre rencontre aujourd'hui, mais ça va me permettre de colliger les informations. Cet outil-là, c'est un outil qui est utilisé par l'ensemble de nos partenaires, qui est compris par l'ensemble de nos partenaires. Et bien qu'on ait des outils d'évaluation qui sont distincts, on a quand même cet outil-là qui nous permet d'établir un langage commun, qui nous permet d'aller regarder les mêmes choses. Donc, qui on a comme partenaire? On a les services policiers, évidemment, les services communautaires pour conjoints ayant des comportements violents. Donc, on pense là à nos organismes mandataires en violence conjugale, mais dans des situations, j'ai eu les maisons oxygènes, par exemple, un organisme pour hommes en difficulté, un organisme en itinérance aussi que je peux avoir là, dans des situations très spécifiques. Services correctionnels, on a les services communautaires pour les victimes de violences conjugales, donc dépendant des régions, là, c'est sûr que j'ai toujours mes maisons d'aide et d'hébergement. Je peux avoir des centres de femmes aussi. À Québec, j'ai Violence Info, par exemple. Les centres résidentiels communautaires, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, les 6 CIUS et j'ai le goût de dire l'ensemble des programmes qui sont offerts. Donc, c'est écrit les centres jeunesse parce que dans toutes les situations où j'ai des enfants, évidemment, la DPJ, elle est essentielle, mais aussi tous les programmes en santé mentale dépendance et on a plusieurs autres programmes qui peuvent participer là, si soit les gens sont en suivi chez eux ou souvent c'est eux qui identifient aussi des situations à haut risque. Donc, ça peut venir au niveau des 6 CIUS, le CAVAC et les procureurs. Donc, on a tous, puis on a d'autres partenaires, là, par exemple, si j'avais, je ne sais pas, l'accueil d'un nouvel arrivant et qu'on a une situation de violence conjugale, j'ai besoin d'une expertise plus spécifique. Donc, le SANA pourrait contribuer dans la cellule. Je pense aussi en milieu autochtone où on a eu des partenaires autochtones qui nous ont aidés à gérer la situation, etc. Donc, tous ces partenaires-là ont des mandats qui sont spécifiques, ont des façons de travailler, des cultures organisationnelles qui sont spécifiques, mais au cœur de tous nos mandats, on a comme un croisement et c'est la sécurité de la victime et de ses proches. Et cet objectif commun-là, moi, je les ramène toujours là-dessus. Quand j'anime une rencontre, bon, qu'est-ce qu'on voit? Où est le danger? Pour qui il est? Puis là, je me base pas là, de c'est quoi ta définition de la violence, puis c'est quoi ta définition de la violence, puis toi, à quoi tu veux faire attention, puis toi, tu vois ça. Non, non, on se centre. La sécurité, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de faire dans ton mandat, qu'est-ce que tu es capable de faire, qu'est-ce qui t'appartient, qui peut faire ça. Puis là, on essaie d'étirer des fois un petit peu nos élastiques. Hein. C'est pas tout à fait dans la pratique d'eux, mais d'un coup qu'on le ferait. Donc, par exemple, au niveau du CIUS, que vous savez que c'est une mesure volontaire, on a un monsieur qui avait un parent qui était mourant qui était dans un CIUS. Ce monsieur-là est un auteur de violence. Et là, il a reçu un service, un offre de service pour un proche, comme proche aidant. Et ça nous a permis de le réseauter au niveau de sa santé mentale par la suite parce qu'il y a d'autres choses qui ont été identifiées. Donc, ça nous a permis d'avoir des gens autour de lui. Puis c'était très, très dur d'entourer ce dit monsieur. Donc, des fois, on étire un petit peu nos pratiques. Ben, on fait pas ça d'habitude, ouais, mais dans un contexte où il y a des vies menacées, on va y aller. Donc, c'est dans les idées de chacun d'aller voir dans mon mandat qu'est-ce que je peux faire, comment je peux agir pour être capable de protéger les personnes dans la situation, d'améliorer leur sécurité. Ici, c'est la grande trajectoire du CSVC. Donc, la première étape qui est ici, il faut que quelqu'un, quelque part, dans son organisation, identifie qu'il y a une situation à risque. Donc, cette personne-là peut être tout intervenant ou intervenante. Je pense dans une autre région où ça a été une intervenante dans un collège, dans un cégep qui a identifié une situation qui était bien, bien, bien désespérée, dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je suis donc inquiète. » Elle ne connaissait pas la trajectoire CSVC. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé une personne ressource experte spontanément qui était une maison d'aide et d'hébergement. La maison d'aide et d'hébergement a identifié avec elle la situation à risque, donc a pris l'entourage de la personne, identifié la situation à risque, a fait une évaluation des risques avec la grille VJVC. Donc, dans l'évaluation des risques, on a, par exemple, si on a une insuffisance d'information, on va être dans un code blanc, vert, absence de risque sérieux, vous comprendrez que le CSVC n'est pas interpellé si je suis là.
Quand je suis dans le jaune, c'est que j'ai pas de motif raisonnable de croire que j'ai un risque sérieux de blessure grave ou de mort qui va m'inspirer un sentiment d'urgence. Cependant, j'ai des présences d'éléments d'une situation à risque où j'ai de la violence conjugale. Donc, souvent, ces situations où il y a présence de violence conjugale, c'est là que nos partenaires sont déjà en vigilance. Dans un cas d'orange, ben là, j'ai un soupçon d'un risque sérieux. Il y a un certain délai d'action et j'ai plusieurs éléments à surveiller. Si la femme maintenait son intention de séparation, si la femme décidait de se divorcer, d'envoyer les papiers de divorce, le risque va basculer. J'ai une situation présentement, ben là, on va avoir un jugement de garde qu'on sait qui sera défavorable au père. Là, c'est bien évident dans la structure. On le sait, là, que là, il a essayé depuis très longtemps toutes les structures légales qu'il pouvait. Et là, c'est la dernière qui reste. On sait que l'action va être différente. Dans cette situation-là, on a l'élément surveillé, puis on est en train de basculer dans une codification rouge. Donc, on a plusieurs personnes qui regardent la situation, qui sont déjà mobilisées, parce qu'on a déjà été dans le rouge avant, puis là, on a plusieurs personnes qui sont là, et on regarde, puis on se rencontre avec des autorisations là, dans cette circonstance-là. On a la codification rouge qui est calquée sur la loi. Donc, c'est important de dire pourquoi elle est calquée sur la loi? Ben parce qu'on travaille avec des gens qui doivent pouvoir partager des informations avec d'autres personnes, mais qui souvent vont dire « Ah, mais je peux pas, mon cadre professionnel, comment je vais faire pour lever la confidentialité? Est-ce que je le peux? » Donc, la loi, qu'est-ce qu'elle nous dit dans la loi 115? Elle nous dit « Je peux lever la confidentialité ou le secret professionnel si j'ai une situation où j'identifie un risque sérieux qui va de mort ou de blessure grave et qui m'inspire un sentiment d'urgence. » Donc, c'est calqué sur la loi, c'est calqué sur nos leviers et ça permet de dire à la personne, moi, j'ai ce tableau clinique-là et là, je vais communiquer les informations, les partager à d'autres personnes qui pourraient gérer le risque avec moi. Donc, quand j'ai une codification orange, qu'est-ce que ça implique? C'est qu'il me faut des autorisations à communiquer. Donc, j'ai besoin d'avoir des autorisations à communiquer pour partager les informations. Moi, je rigole souvent dans mes lectures de chevet, je lis des rapports de coroner. On a chacun nos petits torts. Et dans ces rapports-là, ça finit toujours avec la conclusion, si les gens s'étaient parlé, si on ne travaillait pas en silo, ça ne serait pas arrivé. Mais moi, je suis en prévention, je me dis, OK, qui a le pouvoir de parler à qui? Puis qui aurait pu changer quelque chose dans sa pratique pour parler puis partager de l'information? Donc, c'est toujours le questionnement qu'on doit avoir. Je sais qu'après coup, on peut se dire qu'on aurait donc dû, mais moi, j'aimerais ça qu'on partage là pour être capable de prévenir la situation. Donc, des autorisations à communiquer le plus possible quand on est capable, c'est toujours une bonne pratique. Et sinon, dans notre évaluation, de lever la confidentialité ou le secret professionnel. Donc, dans l'exemple que je vous donnais de l'intervenante de la maison d'hébergement qui attrape la situation qui vient de l'entourage, donc l'entourage a appelé SOS Violence Conjugale, qui l'a référé à la maison d'aide et d'hébergement. Elle attrape la situation, va prendre les informations, se dit « c'est préoccupant ». La victime avait déjà été dans ses services, recontacte la victime et là, a d'autres informations et dit « j'aime pas le tableau clinique que ça donne avec son évaluation ». Nous, ce qu'on dit aux intervenants, peu importe dans quelle organisation, reste pas toute seule avec ton évaluation, puis va en parler à ta personne ressource. Donc, on a des personnes ressources à l'interne dans toutes nos organisations partenaires, dans tous les territoires où nous sommes. C'est quoi une personne ressource? C'est un agent pivot. C'est un agent pivot qui est formé, qui connaît la cellule, qui est formée. Donc, moi, si j'appelle, par exemple, si Sylvie est une personne ressource, j'appelle Sylvie. Sylvie, elle me dit pas, « Ah, c'est quoi ça, le CSVC? » Elle sait. Puis là, j'y parle il y a un écart d'intention, il y a telle chose, je suis vraiment préoccupée, etc. Puis elle comprend là, ce que je suis en train d'y parler. On a un langage commun, on est co-formés ensemble, on travaille ensemble, on a des rencontres de personnes ressources. Donc, ce qu'on fait dans nos territoires, c'est qu'on a une belle liste de personnes ressources, un beau fichier Excel, et on est capable d'avoir dans chaque organisation 2 personnes ressources qu'on va appeler pour gérer les risques ensemble. Donc, la personne, l'intervenante, consulte sa personne ressource dans son organisation,
qui, elle, est plus habituée de faire l'évaluation des risques, qui en voit plus souvent au niveau des situations à haut risque. On a des organisations qui vont avoir un comité CSVC aussi. Donc, ce n'est pas des personnes ressources, c'est un comité qui est structuré et là, qui vont soumettre la situation au comité, puis c'est le comité qui va évaluer avec elle la situation. Donc, c'est des petites nomenclatures un peu différentes là, selon nos organisations. Et là, ensemble, ils vont faire l'évaluation et se dire, bien, est-ce que dans mon propre organisme, j'ai les ressources à l'interne qui sont nécessaires pour la gérer? Si la réponse est oui, bien, c'est merveilleux. On gère notre poutine interne puis on fait ce qu'on sait si bien faire. Hein, je suis une intervenante de maison d'aide et d'hébergement, j'accompagne la femme, je travaille à la conscientisation du danger, je regarde avec elle ses scénarios de protection, Ce qui arrive souvent, c'est que finalement, là, dans notre réseau interne, là, on dit, ben là, j'ai pas d'accès au monsieur, lui, il va pas bien, il est dépressif, là, il y a des enfants là-dedans. Je me retrouve là que je suis inquiète, puis je manque de levier pour aider cette personne-là, pour améliorer sa sécurité. Donc, j'ai des ressources qui sont insuffisantes et j'ai un besoin d'aller vers des mesures intersectorielles. Et c'est là que je vais contacter des partenaires. Donc, le beau fichier Excel que le CSVC se targue de garder à jour, et je dis se targue parce que c'est pas si évident de garder des listes à jour. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, là, mais c'est un sport. Donc, on garde nos listes à jour, puis on revient à nos partenaires à chaque rencontre. S'il y a des changements, il faut nous le dire. Donc, on a une belle liste qui se veut à jour, le plus possible, avec 2 personnes qu'on veut qui restent sur leur chaise. Et là, ces personnes-là peuvent être contactées par des partenaires. C'est donc, à ce moment-là, c'est les partenaires qui sont ciblés ou on peut avoir la consultation d'une personne ressource experte. Donc, si je fais une évaluation à partir d'une victime, ben, mes maisons d'aide et d'hébergement à travers le Québec sont nos spécialistes au niveau de la violence conjugale auprès des victimes. Et sinon, à partir d'un auteur de violence, j'ai mes organismes mandatés en violence conjugale sur les territoires qui vont utiliser un autre outil d'évaluation pour vous épauler dans l'évaluation du risque aussi. Donc, à ce moment-là, si la situation nécessite l'organisation d'une rencontre multipartenaire ou d'une cellule de crise, c'est là que le CSVC entre en jeu. Ça, moi, je dis souvent, là, mon travail, c'est d'animer le cœur, c'est d'animer le terrain. Donc, on se tient dans la colonne du centre, on anime le terrain pour que les gens se parlent, les gens se concertent, soient coformés. On a des rencontres de personnes ressources, on se connaît la vignette, on est capable de se parler de personne à personne, puis on a un plaisir à travailler ensemble aussi, puis on est bien fiers de notre efficacité aussi. Donc, ça, c'est vraiment le cœur du modèle CSVC. Toutefois, ça arrive qu'on a besoin d'un organisme externe comme le CSVC. Moi, je suis comme un service de 3e ligne, je dirais. Donc, le terrain, c'est eux qui vont gérer les risques le plus et parfois, il y a un soutien externe du CSVC qui est nécessaire. Donc, à ce moment-là, j'ai un partenaire, je ne sais pas moi, par exemple, la Direction de la protection de la jeunesse qui veut valider une codification de risque, qui, pour des raisons, ne veut pas parler à sa maison d'aide et d'hébergement parce qu'on est dans un, disons, bon, on est en Côte-Nord, dans un petit village où tout le monde se connaît. Ben, même si je te donne pas de données nominatives, c'est clair que tu vas identifier la situation. Donc, on se dit, on va parler au CSVC, eux autres, ils ne la connaissent pas, puis ils vont avoir un regard externe. Donc, ils vont valider mon évaluation du risque, puis me dire, ben, t'as-tu pensé, t'as-tu fait ça? Souvent, les organismes vont nous appeler après avoir fait bouger le terrain, dire écoute, j'ai eu une situation qui m'a préoccupée, je veux juste savoir si dans tes yeux, à toi, j'ai tout fait ce qu'il fallait. Ou j'ai tout fait ce que je pensais qu'il fallait que je fasse, puis on vit quand même un sentiment d'impuissance. Et là, donc, on arrive par là ou qu'on arrive avec le soutien externe du CSVC, on va consulter, moi je dis tout le temps, mon équipe clinique et moi-même, allons poser 12 000 questions pour comprendre la situation, faire l'évaluation des risques, bien sûr, et aussi comprendre tout ce qui a déjà été fait, parce qu'il y a heureusement une force du terrain qui est déjà là. Et voir, bien, est-ce qu'on a besoin d'organiser, si on est dans une codification orange, une rencontre multipartenaire, donc avec toutes les personnes au dossier qui ont des autorisations communiquées, ou on va plutôt vers une cellule de crise qui est notre noyau de partenaires. Donc, quand je parle de noyau de partenaires, là, c'est les personnes au dossier, évidemment, mais je vais avoir toujours ma maison d'aide et d'hébergement, toujours mon organisme pour conjoint, toujours mes corps policiers. Je dis mais parce qu'il y a des places où je vais avoir une situation qui va prendre le corps municipal et je vais avoir aussi le corps provincial qui est la SQ. Et je vais avoir le DPCP qui est là. Donc, ça, c'est comme toujours mes partenaires qui sont là pour être capables de gérer le risque s'il y a des enfants à la direction de la protection de la jeunesse. Donc, j'ai un noyau central
proximal qui va toujours être les mêmes personnes nommées. La beauté d'avoir toujours les mêmes personnes, ben, c'est qu'à un moment donné, on connaît, on développe une expertise ensemble, on vit des réussites, et là, ça fait des petits dans les organisations aussi, puis là, ils en parlent. Hey, on a eu ça, puis là, finalement, ça nous a demandé beaucoup, beaucoup de temps, parce que quand on a une cellule de crise, ben, c'est du travail, hein? Donc, il faut se libérer rapidement, on change les pratiques, on demande d'aller plus loin dans certains mandats, et c'est très exigeant. Dans une situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on fait des choses différemment, mais ça amène un sentiment de sécurité. Et souvent, quand les gens sortent, ils font comme, ben là, moi, j'ai fait ça, mais je sais que la direction de la protection de la jeunesse fait ça. Je sais que la probation est en train de faire telle chose. Je sais que les policiers sont en train de faire telle chose. Donc, c'est très, très sécurisant. Quand la situation termine, parce qu'on aimerait ça dire la cellule est faite, puis on ferme la cellule, puis tout est bien beau, que ce soit une rencontre multipartenaire ou une cellule de crise, il faut faire un suivi, une évaluation. Donc, quand on est en cellule de crise, par la suite, on va avoir un échange entre les partenaires parce qu'on s'était donné des devoirs. Hein, dans une cellule, on va se donner des devoirs, on se fait un plan d'action et on dit qui fait quoi. Puis moi, je suis bien maintenant, je dis qui fait quoi, je mets le délai d'action, puis l'ordre où ça doit être fait. Puis là, il y a des engagements formels. Donc, tel partenaire me dit qu'il va faire ça, tel partenaire me dit qu'il va faire ça, tel partenaire. Moi, je suis tannante, je vais aller vérifier si c'est fait. Puis là, les gens vont me dire, OK, mettons, le policier, lui, il fallait qu'il reçoive le mandat d'arrestation, puis qu'il le traite, puis qu'il procède à l'arrestation. Mais là, on va avoir un suivi des courriels pour juste les personnes qui étaient présentes. Donc, juste entre nous, pendant qu'on est en codification rouge, puis qu'il y a une levée de la confidentialité, on va suivre l'information. Quand il y a des mesures de protection qui vont être en place puis que la codification du risque, bien là, ça va retourner dans le réseau. Donc, chacun repart avec sa vigilance à faire, avec ses autorisations à communiquer, puis on n'est plus en codification rouge. Mais chacun reste en vigilance. Moi, comme CSVC, je ne suis plus là. Mais s'ils ont besoin de nous réinterpeller, bien, c'est là qu'on va être réinterpellé puis qu'on refera une rencontre, qu'on refera une cellule. Parfois, ce que les partenaires vont nous demander, c'est d'être là en animation des rencontres aussi. Donc, d'avoir quelqu'un qui est extérieur à la situation, qui va animer la rencontre, qui va permettre une fluidité, une structure. Donc, ça aide beaucoup nos organisations et ça décharge aussi, par exemple, l'intervenante des PJ qui n'est pas à l'aise d'animer une rencontre, se dit, ben, il va y avoir quelqu'un qui va la structurer, qui va l'animer, qui va nous amener à mettre en commun, puis après ça, à tisser ensemble là, l'information. Et j'ai une situation présentement où on était dans une codification rouge. On a eu une cellule de crise. Là, oups, là, on est en gestion 2 partenaires, donc des PJ probation présentement, où on est là. Et là, on vient d'avoir une rencontre où on se dit, on va faire une rencontre de suivi, voir comment le risque va évoluer. Et ensuite, on va peut-être remobiliser la cellule, en tout cas certains partenaires ciblés dans cette cellule-là pour être capable de gérer le risque après. Donc, on voit qu'il y a un suivi et que le CSVC reste là dans les situations à haut risque qui est là, mais aussi dans toute l'animation de la collaboration avant. Donc, c'est vraiment le modèle qui est mis de l'avant par le CSVC. Cette trajectoire-là, elle a été co-construite avec nos partenaires sur les différents territoires. Donc, on a pris le temps de s'asseoir et de dessiner la trajectoire avec nos partenaires pour que ça leur ressemble le plus possible et que ce soit très proche de leur terrain. Donc là, je vous présente la version générale, mais des fois, dans certaines régions, on va avoir des petits ajustements qui vont répondre à la spécificité de la région aussi. Puis, on va avoir le nom là, des organismes, puis les personnes à contacter. Donc, on va avoir des fois des petits astérisques qui peuvent s'ajouter. Donc, voici les coordonnées du CSVC. Donc, vous avez le site Web. Dans le site Web, vous avez un nous joindre. Donc, vous pouvez poser des questions et vous avez le courriel de l'administration ou selon le type de questions posées ou le type de demande, ça sera orienté vers les bonnes personnes dans l'organisation.